La guillotine n'était pas l'outil le plus efficace de la Révolution française. C'était la presse à imprimer. C'est l'histoire de la manière dont un petit groupe de radicaux a utilisé des livres, des pamphlets et des affiches pour déclencher une révolution mondiale. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner pour recevoir la notification de notre prochaine vidéo. Avant 1789, l'information en France était une arme étroitement contrôlée. Les taux d'alphabétisation étaient faibles, surtout parmi la classe paysanne. Les livres étaient chers et lourdement censurés par la monarchie et l'Église. Les journaux existaient, mais ils étaient souvent peu plus que des bulletins officiels remplis de décrets royaux et de potins mondains. La circulation des idées était un lent filet, géré par une poignée de personnes. Ce système de contrôle garantissait que la grande majorité de la population restait ignorante des débats politiques et des idées philosophiques. C'était une structure de pouvoir construite sur le silence et un accès limité à la connaissance. Cela rendait le pays mûr pour un nouveau type d'arme. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, n'a pas été seulement un acte politique. Ce fut un acte symbolique de libération pour la presse à imprimer. Avec l'effondrement des anciennes lois de censure, un flot de nouvelles publications a déferlé sur la scène. Des centaines de nouveaux journaux et de revues ont été fondés, dont beaucoup étaient radicaux et farouchement partisans. Des hommes comme Jean-Paul Marat avec son journal L'Ami du Peuple et Camille Desmoulins avec ses Révolutions de France et de Brabant sont devenus des noms familiers. Ce n'étaient pas seulement des journalistes, c'étaient des agitateurs, utilisant leurs publications pour agiter l'opinion publique, pour identifier les ennemis de la Révolution et pour façonner le récit public. La presse à imprimer n'était plus un outil pour l'élite, c'était un mégaphone pour le peuple. Cette nouvelle guerre de l'information a été menée sur deux fronts. Le premier était la propagande visuelle. Reconnaissant qu'une grande partie de la population ne savait pas lire, les révolutionnaires se sont appuyés sur des symboles et des images puissants. La cocarde tricolore, le bonnet phrygien et un nouveau style de caricature politique se sont répandus. Des artistes ont produit des dessins satiriques qui dépeignaient le roi et la reine comme des gloutons et des traîtres, érodant leur autorité morale bien avant qu'ils ne perdent la tête. Ces images étaient simples, puissantes et instantanément reconnaissables. Elles contournaient le besoin d'alphabétisation et allaient droit au cœur du message révolutionnaire. Le second front était la propagande idéologique. Les idées philosophiques complexes des Lumières, issues de penseurs comme Rousseau et Montesquieu, ont été simplifiées et condensées en slogans puissants. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'était pas seulement un document juridique, c'était un élément de propagande conçu pour rallier le peuple. Les révolutionnaires ont compris que pour gagner, ils devaient contrôler le récit. Ils devaient définir ce que signifiait la liberté et qui était le peuple. Ils ont utilisé des pamphlets et des discours pour transformer des concepts politiques complexes en une bataille claire entre le bien et le mal, entre le peuple et la tyrannie de la monarchie. La ferveur révolutionnaire a fini par s'apaiser, mais l'héritage de son âme secrète est resté. La Révolution française a prouvé que l'information, lorsqu'elle est correctement gérée et distribuée, peut être plus puissante que n'importe quelle armée. Elle a posé les bases de la propagande moderne et de la guerre de l'information. L'idée centrale est la même aujourd'hui qu'en 1789. Si vous pouvez contrôler le récit, vous pouvez contrôler le peuple. Dans notre monde moderne, nous voyons cela se dérouler sur les médias sociaux, où un seul message peut déclencher une manifestation, et dans les conflits géopolitiques, où les premiers coups de feu sont souvent tirés dans la bataille pour l'opinion publique. Ainsi, lorsque nous nous souvenons de la Révolution française, nous ne devrions pas seulement penser aux scènes dramatiques de la guillotine. Nous devrions nous souvenir de la révolution silencieuse qui s'est déroulée dans les imprimeries, dans les cafés et au coin des rues. Le véritable et durable héritage de la Révolution française ne réside pas dans sa violence, mais dans sa profonde compréhension de la façon d'utiliser l'information comme l'outil ultime du pouvoir. La guillotine a tué des individus, mais la presse à imprimer a tué des idées. Et cela, en soi, est la révolution la plus puissante de toutes. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.